Alerte rouge les amis, la violence gangrène le football. Les streakers font éruption, comme en Allemagne, dans les championnats amateurs. C'est triste, mais c'est comme ça. Allez, rentrez, c'est la classe foot. La classe foot est de retour, 18e émission de la saison. On est ravis d'être avec vous pour cette nouvelle Actu Foot, comme chaque vendredi chez la First Team. Bienvenue au premier rang cette semaine. On reçoit un numéro 10, on reçoit un invité d'exception. Le foot l'a trahi et il est là avec nous pour témoigner aujourd'hui. Moulay Thiam, ex-pépite du foot français, ex-joueur du PSG, ex-joueur de Rennes. Bienvenue chez la First Team, ça va? Bonjour, ça va. Merci de m'avoir invité. T'as fait un long chemin, t'es arrivé de Rennes. Oui, j'arrive de Rennes, mais j'ai la famille qui est toujours là sur Paris. Parce qu'à la base, je suis originaire de Paris. Donc, j'arrive de Rennes. Ouais. T'étais promis à une grande carrière. On va tout expliquer aujourd'hui et vous raconter ça. Parce qu'un livre est aussi sorti sur les footballeurs africains esclaves modernes. C'est un livre passionnant, Magic System, ça s'appelle. Voilà, on va tout vous raconter sur le foot, ses dérives dans un instant. Parce qu'il y a vraiment plein de choses qui se passent avec les agents. Et Moulay est là pour témoigner de tout ça aujourd'hui. L'homme de la FFF qui doit partir à Laval ce soir, mais qui n'ira pas, on vous le garantit, vu la neige qu'il y a en région parisienne. Emmanuel Moine, ça va? Salut Thibaut, salut à tous. Ouais, ça va. En effet, là, ça se compromet de plus en plus là pour risque de moustache, non, parce que là. Écoute, je sais pas. On a fait un test et puis ça n'a pas fonctionné, donc on a refait un test et puis voilà, tu vois. C'est à force de te comparer à Valderrama, tu t'es dit, faut pas tomber la moustache. Peut-être qu'au montage, on pourra rajouter quelque chose pour qu'il apparaisse une moustache ou un truc, parce que là, c'est compliqué. Et le directeur de la publication de notre partenaire Oh My Goal, Maxime Orbet, là, toi non plus, pas de match ce week-end? Pas de match, pas de moustache, mais tout va bien. Et enfin, J-5 avant Real PSG, il trépigne d'impatience, Thomas Dufort. Je claque du cul surtout, hein. J'ai tellement peur, mon gars, j'attends que ça. Aujourd'hui au programme, dans la récréation, vous l'avez compris, on va parler de ces jeunes footballeurs africains ou autres devenus des esclaves modernes, ballottés, baladés et surtout trahis par le foot. Témoignages, explications sur ce phénomène dramatique avec notre invité Moulay Thiam qui lui a mis un terme de façon prématurée à sa carrière. Il nous raconte tout alors qu'il a côtoyé des Wiltord, Puy-Grenier et bien d'autres très bons joueurs ou grands joueurs. Dans Manu tu descends, Manu nous récitera une fable sur la Coupe de France. Et dans l'instant Oh My Goal, on parle bien évidemment de Real PSG J-5. Qui doit jouer, qui ne doit pas jouer. On va voir qui sont les Unai Emery en herbe sur ce plateau pour nous faire la compo du PSG en avance et en discuter avec vous, avec vos commentaires. Vous nous donnez la compo préférée du PSG dans les avis sur les réseaux sociaux de la First Team, les pronos PMU, l'interrogation surprise et les news. Van Basten, schitterend! Marco Van Basten. Les news en une touche, comme d'habitude, on a un écho super fort. Vous pouvez baisser un peu les gars, s'il vous plaît. En une touche, comme d'habitude, je vous donne un thème, un nom, une news et vous répondez en une touche. On s'échange la balle chez la First Team. Aujourd'hui, PSG-OM à l'affiche des quarts de finale de la Coupe de France. Le 28 février, un mercredi, 3 jours après le match identique en Ligue 1. Vous en pensez quoi de ce choc? C'est bienvenu, malvenu entre les deux matchs du PSG et du Real Madrid. Tom, t'en penses quoi? J'allais dire toujours cool de pouvoir mettre une fessée. Toujours cool, c'est écrit en transparent. Toujours cool de voir cette belle affiche. C'est toujours l'occasion pour nous Parisiens de se moquer d'Erwan. Erwan n'est pas là et d'ailleurs il se cache parce qu'il savait qu'on allait se moquer de lui aujourd'hui. C'est comme ça, Erwan. Manu, qu'est-ce que t'en penses? Tout simplement énorme parce qu'en plus ces deux chocs ils vont arriver, tu l'as dit, en 72 heures, mais ils vont arriver au plein milieu de la double confrontation contre le Real Madrid. Alors peut-être qu'il y a un coup à jouer pour ces Marseillais qui ont fait beaucoup de mal au PSG au match aller. Et moi j'ai hâte de voir ces deux matchs. Et toi Max, ce match, ça te fait dire quoi? Moi je me dis que c'est une bonne occasion aussi de voir les deux meilleures équipes de Ligue 1, des deux meilleures équipes de France depuis l'année 2018, s'affronter. Et une période charnière pour le PSG, on va voir s'ils savent vraiment relever ce défi parce que c'est un énorme défi.
Et peut-être qu'on va voir le PSG perdre son premier match de coupe depuis 21. 4 ans, non, je crois. Ouais, 21 4 ans, matchs, je crois, consécutifs Ouais, gagnés. La Coupe de France, ouais, je crois que ça fait 40 matchs Et avec ça la Coupe de la m'arrangerait Ligue. parce que c'est le LOSC qui tient le record de 25 matchs gagnés. Ça fait longtemps que ça dure. Toi, Moulay, tu nous as avoué avant l'émission que tu suivais plus trop le foot tellement tu en as été dégoûté. Oui. La PSG-OM, quand même, c'est particulier. Oui, Paris Saint-Germain OM, c'est particulier, mais le Paris Saint-Germain OM d'aujourd'hui, c'est plus le même Paris Saint-Germain d'OM qu'on connaissait. Aujourd'hui, Paris est largement au-dessus de l'OM. Toi, tu étais Faut à dire la Paris vérité. lors des vrais classicos. Hein. On commence à dévoiler son histoire. À l'âge de 10 ans, tu étais à Paris, au PSG. À l'époque, les stars, c'était Wea, c'était Luis Fernandez. Ouais, George Weah, Valdo, Luis Fernandez. Et déjà, quand vous étiez jeune, il vous inculquait un peu cette culture de gagner contre l'OM. L'OM, c'est l'ennemi. Quand tu étais en jeune chez le PSG. Non, on ne le disait pas parce qu'on ne les a jamais rencontrés déjà quand j'étais jeune. Parce qu'on peut avoir la chance de les rencontrer dans les tournois des jeunes. Mais on n'a jamais fait de tournoi où on les a rencontrés. Ok. PSG-OM, tu vas regarder du coup ou pas? Non, c'est loin de toi. Ça dépend. Tu verras dépend. selon la soirée, selon comment ça se Voilà. présente. Un petit Selon la pronostic soirée, quand même, Moulay, tu si nous j'ai as. des invités à la maison, je mets tu Paris mets gagnant. Ouais, Paris gagnant, ouais. Ouais. C'est mon club de cœur. Voilà. Autre news de la semaine, dehors Antonio Conte qui va prendre la porte. Ce n'est plus un secret pour personne, c'est même lui qui le dit, ou presque. Déclaration après la lourde défaite face à Watford. Je travaille, si c'est suffisant, tant mieux. Sinon, le club prendra une décision différente. Bon, voilà, c'est pas un secret non plus de dire que les joueurs en ont marre du coaching et du management de leur entraîneur, malgré le titre de l'an dernier. Il est en friction avec beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez là? Ça y est, ça sent la fin? Manu? Bah, moi, je pose la question de l'usure, parce qu'on sait qu'il y a eu une prépa justement eh bien, cet été qui a été très très difficile, que la méthode Conte a très très bien marché lorsque Chelsea n'avait que le championnat à jouer. Là, c'est quand même 7 buts encaissés contre Bournemouth et Watford, et que les 5 prochains matchs qui attendent bien sûr cette équipe de Chelsea va les opposer à Barcelone et notamment à Manchester City. Donc ça risque d'être compliqué dans les jours à venir. Usure, pour interrogation. Je pose la question, les joueurs ne semblent pas l'avoir lâché, mais... Et ce qui me fait peur, Bien à moi, voir. justement, sur ce que tu dis, c'est cette période noire qui arrive pour Chelsea. Changer d'entraîneur, ok, ça peut faire un électrochoc, mais quand tu affrontes des cadors comme Barça et City, ça s'annonce très compliqué pour Chelsea, et j'ai peur pour le 11. Ouais, moi j'ai mis prépa militaire, tu t'as parlé d'usure, on est d'accord. Hein. Au bout d'un moment, moi j'aime bien les entraîneurs italiens, mais ce serait bien de se renouveler un peu. Faire des préparations où tu tires sur la corde des joueurs pour se retrouver en février au bout du roulax, quand les vraies échéances des grands clubs arrivent, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde. Aujourd'hui, il faut faire du ludique, faut jouer, faut arrêter de courir, faire de l'athlète, tu vois, pour tous les joueurs de foot, puisque finalement ça ne paye pas tant que ça, hein, tu l'as dit. Dès qu'il y a plusieurs coupes à jouer, le championnat, la Ligue des Champions, et bien les joueurs sont cramés. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que, parce qu'on n'a pas été supervisé la préparation, il y a peut-être des ballons dans cette préparation, mais Je suis pas sûr. Hein, mais que surtout, ils n'ont jamais remplacé, et donc Conte a fait des erreurs. Morata qui remplace Costa, ça ne met pas autant de buts. ouais, bien sûr. Bakayoko qui remplace pour très cher Matic, ça Qui est défend moins pas aussi fort, bien. qui est moins fort, tu vois, bien sûr. Donc, il y a eu des vraies erreurs finalement. En fait, tu as tout dit, Thibé. Je voulais enchaîner là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi non plus à se mettre d'accord avec ses dirigeants concernant le recrutement. Il voulait Bonucci, il l'a pas eu. Il a eu Rudiger à côté, que bon, c'est pas non plus, c'était pas son choix numéro 1. Je pense que le recrutement a clairement été raté du côté de Chelsea. Et ça, puis, ça l'aide pas aujourd'hui. La direction de Chelsea a pris un énorme risque en gardant Conte. Quand on sait que pendant l'été c'était chaud, il y avait des frictions entre la direction et entre le staff technique. Aujourd'hui, il paie les pots cassés, hein, Puis je peux directement. vous le dire, hein, il y a plein de joueurs comme David Luiz. Bon, ça a été finalement public, mais il y en a d'autres en interne qui n'en peuvent plus. Donc il y a un problème et il va quitter le club. À mon avis, je vois pas à quoi ça leur servirait de le lâcher maintenant. Mais bon, Conte est fin de l'histoire d'amour avec Chelsea. On passe d'un Italien à un autre. Autre news en une touche, Giorgio Chiellini qui l'annonce. Guardiola est responsable de la débâcle du foot italien. Comprenez la non-qualification pour la Coupe du Monde en Russie. Les entraîneurs italiens ont essayé de le copier sans avoir les mêmes compétences. Nous avons perdu notre identité, nous avons perdu notre temps. Alors ça fait sourire Tom, mais il y a une part de vérité ou quoi là-dedans? Moi, je trouve ça très intelligent ce qu'il a dit Giorgio Chiellini. Alors, apprendre au millième degré ce qu'il raconte sur c'est la faute de Guardiola, c'est la faute d'un football qui, à un moment donné, s'est formaté complet à ce qu'a proposé et à ce qu'a réussi à faire Barcelone et notamment Pep Guardiola. On se rappellera qu'il y a eu le même problème en Allemagne quand Guardiola est arrivé au Bayern. On a essayé de se formater de la même manière. Ça n'a pas nécessairement très bien fonctionné. Et peut-être, c'est vrai en effet, que ce format qu'avait repris d'ailleurs Laurent Blanc
pas avec énormément de réussite. Peut-être qu'il va falloir penser à autre chose, penser à une autre manière de jouer et revenir surtout à une vraie culture italienne du Mais jeu. comment on peut dire que c'est la faute de Guardiola? Ah ouais. Je veux dire, aujourd'hui, quand on voit le bordel à la Fédé italienne, on se dit peut-être que le problème est, Oui. est centré sur l'Italie. C'est eux qui ont mal géré les entraîneurs, la formation, les schémas tactiques à mettre en place. Pointer du doigt Guardiola, c'est un mauvais exemple. Pour l'Allemagne, je suis d'accord parce qu'il a vraiment mis sa patte en Bundesliga. Guardiola, à ma connaissance, il n'a jamais entraîné en Serie A. Ouais, ni la sélection italienne. Enfin, ou alors il y a un truc qui Non, m'a non, en échappé. fait, mais je pense qu'il veut dire par là, c'est justement le travail. Tu parlais des fédés, c'est au niveau des DTN. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le modèle Guardiola est arrivé entre guillemets sur le marché, ça marchait très très bien, ce jeu de possession, etc., etc. Et tout le monde a voulu s'y mettre. C'est vrai. Sauf que c'est pas dans la culture italienne. Non, C'est ça c'est qui vrai. dit aujourd'hui. C'est Chiellini, comme quand je les pense. Français, pendant 10 ans, ont formé des joueurs massifs, costauds, Exactement. rugueux. Et puis après, tout d'un coup, l'Espagne est arrivée à gagner des titres. Il a fallu des petits joueurs. On comprenait plus rien, s'il fallait aller vite, s'il fallait être des athlètes. Donc je pense que c'est un truc en profondeur au niveau du C'est foot ça. italien, en fait, qui a eu un problème tout simplement d'identité. Et il dit quelque chose, Chiellini. Il dit, il cite toute l'ancienne génération qu'on a connue, nous étant petits, des défenseurs centraux à l'italienne tels qu'on les connaissait. C'est vrai que depuis Bonucci, qui approche des 30 ans, ou qui doit, non, je dis Qui a une bêtise, 31, je 27 ou 28, quelque chose comme ça peut-être. Enfin, vous nous direz sur les commentaires. C'est le dernier grand défenseur italien qu'on a vu sortir. Et là, chez les jeunes, j'en vois pas énormément qui poussent derrière. Il y a Rugani qui est pas il y a mal. Romagnoli, ouais, Oui, mais c'est vrai. Mais bon, c'est pas C'est facile. vrai. C'est un ton en dessous de Ouais, on va des attendre Nesta, un peu, Cannavaro et tout ça, quand Ça, même. peut- hein. ça et, permet aussi de faire un pont sur ce qu'on disait avant. Antonio Conte a été très bon parce qu'il a pris le contre-pied de ça. On sait que Exactement. Conte, même s'il a eu quelques matchs en 4-3-3, c'est le 3-5-2 qu'il affectionnait particulièrement. Avec les Barzali, Chiellini et Bonucci, 3 défenseurs à l'italienne, ça fonctionnait bien. Donc au final, C'est ça la mode maintenant d'ailleurs, le 3-5-2. ouais, maintenant c'est ça. la Laurent mode. Blanc Exactement. a tenté, ça a bien marché. Un précurseur même. hein. Précurseur, ouais. Il faut l'installer sur la durée. Toi, avant qu'on revienne sur ton histoire tout à l'heure dans le débat, Moulay, t'étais quel style de joueur? Là, on parle style de joueur, justement. Toi, t'étais comment? En fait, j'étais un joueur, j'ai joué milieu offensif. Et en fait, ce qui m'a plus. Pour moi, mon point fort, en fait, c'était la technique et la vivacité. Donc, Mais t'étais aussi un bon J'étais buteur. vif et Parce que tu technique le et disais en off, buteur. t'étais un grand buteur. Buteur aussi, ouais. Avec qui on pourrait te comparer, genre, dans l'histoire? Quel grand joueur tu ressemblais à quel grand joueur? Oh, il y a un peu de Maradona en toi. Ah, moi, je dirais plutôt le Maradona, ouais. Voilà, Ouais, tu vois. Maradona. Et je regardais beaucoup le Roi Pelé quand j'étais petit. Ah bah. Et je le regardais tellement que chez moi, ils étaient obligés de casser les cassettes pour que je regarde plus. Ah, c'est une Je prenais anecdote. beaucoup d'exemples sur lui par rapport au dribble. Tu La vois. créativité, Voilà. bien sûr. Exactement. Et du Et coup, t'as j'essayais dû- de le refaire sur le terrain le week-end. Et du coup, tu te faisais tacler. Vous êtes taclé, ça a dû être un peu. Comme le roi Ouais, je Sané. me suis fait tacler plein de fois. J'ai eu plein d'entorses, tout ça. Parce que, en fait, chaque match que je faisais, il y avait toujours un joueur que l'entraîneur il mettait derrière moi qui devait me suivre pendant 90 minutes. Aïe, 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 les méthodes. J'avais tout le temps ça. Et comme que moi, j'étais quelqu'un de très endurant aussi, je bougeais beaucoup. Donc, je les faisais bouger. Tu te régalais. Une fois elle est- qu'ils sont fatigués, après, là, maintenant, je fais mon match. Et derrière, est-ce que toi, tu leur parlais aux mecs? Parce qu'en ce moment, on voit Neymar qui chambre les joueurs. Tu les chambrais, les mecs? Non, moi, je parlais pas, en fait. Mais on m'a insulté, on m'a donné des coups par derrière. Je vais te frapper après le match. Mais t'étais zen. Plein de choses, quoi. Moi, j'étais Ouais. quelqu'un de zen. Waouh. Même bravo. quand on me taclait, je tombais, j'ai jamais parlé à l'arbitre. C'est rare, ça. Et tu comprends Ouais. d'ailleurs la polémique sur les gens qui disent, les grandes stars de la Ligue 1 qui disent qu'ils sont pas assez protégés par l'arbitre. Ça a été ton cas en jeune, hein, on va remettre bien sûr Ouais, en mais perspective, etc. Est-ce que tu comprends qu'un joueur qui soit ciblé comme ça par les attaques puisse se plaindre ou sentir qu'il n'est pas assez protégé par les arbitres? En fait, pour moi, hein, personnellement, quand tu arrives sur un terrain, tu es là pour jouer, faire du football. Si tu sais jouer, tu vas prouver. Si vous devez gagner le match, c'est que vous avez une bonne équipe et que tu es là à ramener ton équipe vers l'avant. Il faut laisser tranquille les arbitres et jouer au football. Parce Et- qu'il y a beaucoup de gens qui pernichent. Mm. Tu vois. En bref, on termine ces news en une touche avec l'info de la semaine capitale. C'est Emmanuel Moine qui nous a rapporté celle-ci. Sortez les godets, José Alosio sort sa bière, l'ancien attaquant de Saint-Etienne et du Paris Saint-Germain. Une annonce à nous faire assez importante pour qu'on en parle, parce que nous, ici, faut dire, on aime bien la bière.
Bah ouais, on a mis aussi José Aloisio quand même. Ah, pardon, pardon. José, il régale, hein. C'est une manière comme une autre de se diversifier après sa carrière de footballeur. J'espère qu'elle est bonne. Envoie, poteau, hein. On va goûter ça en plateau. Tous ensemble, on va se régaler. Et une manière de se souvenir de lui aussi. Et, ouais. Et Alex, il est pas dans l'histoire? Une manière de se souvenir d'un duo de poivreaux, les amis, qui a quand même été sensationnel. Bien sûr. Aloisio, il y a un an, était en interview à l'équipe et racontait que Alex, il avait sa carte de membre dans toutes les soirées, dans Bien tous sûr. les clubs où ils sont passés, etc. etc. Saint-Etienne, il n'y a rien à faire la nuit. Bah, Ils allaient à Lyon, ils ont hein. trouvé, tu vois, ils allaient à Lyon, je Bah pense, oui. à mon avis, quelque chose comme ça. Et c'est quand même, ces mecs-là sont extraordinaires parce que je sais pas si tu te rappelles, quand ils jouaient individuellement, ils étaient archi dégueulasses quand même. On peut Ouais, dire- enfin, on peut l'un dire la tout chose. seul, quoi. L'un Ouais, ouais. sans l'autre, ça allait Ouais, pas. ouais. Tous les deux, c'était parfait, c'était incroyable, clair. etc. Et quand ils sont suspendus pour leur histoire de faux passeport à l'époque, Saint-Etienne descend quand même en Ligue 2. Ça, c'est une chose qu'on a oubliée. Ils étaient extraordinaires, ces deux mecs-là. Ah, franchement. régalade. Allez, il parle de soirée, on va parler d'une autre soirée, celle de la Saint-Valentin de mercredi prochain. Parce qu'il n'y a pas que la Saint-Valentin dans la vie, il y a aussi Real PSG. Allez. J-5 avant Real Madrid PSG à Santiago Bernabéu. Qui va jouer, qui ne va pas jouer? Yuri Berchiche a parfaitement préparé l'éventuelle titularisation lors de ce match, notamment lors de l'anniversaire de Neymar. Il régale. Ah oui, il régale. En effet, avant de parler choix, titularisation, composition d'équipe, tactique pour ce Real Madrid PSG avec vous, avec vos commentaires sur les réseaux sociaux de la First Team. Il y a Xavi qui l'annonce, Paris est favori. Alors, mais Unai Emery en herbe, vous la prenez comment cette déclaration? C'est pour faire chier le Real, son ancien adversaire préféré, ou alors c'est une réalité? C'est une vraie réalité aujourd'hui. Comment Paris pourrait pas être favori alors que déjà sur le papier, quand on prend le classement, Paris finit premier de sa poule. Le Real finit deuxième. Donc déjà dans la réalité, dans la confrontation, c'est Paris qui va recevoir au match retour. Et puis aussi dans la réalité des chiffres depuis le début de saison, comment ne pas mettre Paris favori alors que Paris est une machine infernale à marquer? Le Real se casse les dents en Liga pour être poli. Et voilà, c'est la réalité. Aujourd'hui, Paris est favori. Si Paris doit être favori, je pense que c'est 51-49, mine de rien, parce que c'est vrai qu'il y a cette réalité, la forme du moment, le match retour à domicile, c'est vrai, mais à l'autre côté, c'est-à-dire que c'est les grands rendez-vous. Et moi, je suis incapable de dire comment le PSG va se comporter dans un grand rendez-vous contre le Real. Par contre, je peux te dire que le Real, dans les grands moments, ils sont toujours là. C'est quand même les doubles tenants du titre. Et ça, c'est la grande crainte qu'on a tous. Est-ce que, en tant que supporter du PSG, le fait que Paris ait raté ses rendez-vous importants, Lyon, Marseille, Bayern, on ne parle pas du match aller où le Bayern était totalement différent, est-ce que ça t'inquiète? Non, parce que tu te prépares toute la saison, pas pour jouer contre Lyon au Parc OL, hein, enfin au Stade des Lumières, je sais plus comment on l'appelle, Groupama Stadium, bref, on s'en fout. Moi, tu te prépares pour ce genre de confrontation, et évidemment, Neymar aura son importance capitale dans tout ça. Et moi, je suis curieux de voir cette équipe hyper concentrée. Je pense qu'on l'a jamais vu hyper concentrée. Même contre le Bayern à l'aller, tu marques très rapidement, donc le match se change direct. Donc, je pense qu'on n'a jamais vu le PSG dans cet état d'esprit, donc ça va être intéressant à voir. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, les amis, là, sur ce que vous venez de dire. Tu dis, il y a un match qui est super important, c'est les matchs contre le Real, les matchs contre le Barça, etc., etc. Ne serait-ce que, on va quand même dire que le Paris Saint-Germain n'a pas su élever son niveau de jeu, élever son niveau d'intensité sur des rencontres importantes et charnières comme Lyon, comme Marseille, déjà en championnat. Le Real, moi, je les ai vus faire contre Valence, où ils ont été honnêtement assez bluffants. Où ils ont été su, bluffants contre les justement- Ganes une semaine après aussi. Hein. Oui, bien sûr, non, mais contre les petits peut-être, mais tu vois, contre Valence, qui est un vrai test en championnat, là, ils ont été au rendez-vous, ils ont mis l'intensité, ils ont respecté l'adversaire, ils ont été largement au niveau, ils ont largement dominé cette Manu, cette c'était rencontre. dans une période de crise. Oui, mais ce que Moi, je veux dire ça, par là, c'est que- pas comparable. c'est que si tu veux, il n'y a pas de hasard. Quand tu arrives dans un huitième de finale, il faut qu'il y ait une montée linéaire, une montée justement en pression, en qualité au niveau de cette équipe. Moi, je ne l'ai pas vu de la part du Paris Saint-Germain. J'ai vu un Paris Saint-Germain qui a gagné 3-0 contre le Bayern, mais dans lequel il y a eu énormément de failles. J'ai vu un Paris Saint-Germain aller perdre à Munich, où il y a énormément de failles. J'ai vu un PSG qui ne s'est pas battu contre Lyon, qui ne s'est pas battu contre Marseille. Et là, bam, on va arriver au huitième de finale et on pense que d'un coup, comme ça, la magie va opérer parce que Neymar, parce que si ou parce Moi, je que suis pas ça. d'accord avec toi. Moi, hein. je trouve Parce qu'on n'a que tu pas sais- énormément de garanties là-dessus. Tu sais, quand tu penses à toutes les équipes qui vont au bout, on peut penser au Real il y a 2 ans, tu peux penser au Chelsea Ouais. Di Matteo. La montée en puissance, elle s'est fait quand? En 8e, en février. On s'en fout en fait d'avant. Ces grands clubs, et Zlatan, on lui a reproché combien de fois? Au bout d'un moment, tous ces mecs-là, on les attend dans ces rendez-vous de Ligue des Champions, pas en Ligue 1. Moi, je m'en fous de perdre contre Lyon si tu vas en demi-finale de Ligue des Champions. Oui, ça
Ouais, pardon. Mais oui, je comprends Ça pas ce que tu veux dire. participe, tu vois, Ouais, ça il faut des ça certitudes. participe à une Moi, globalité. j'ai 2-3 certitudes quand même. Hein. Et- Jeu et- direct, moteur en 6, pas du tout. Et C'est horrible. après, il y a quand même un point d'interrogation sur l'état physique des joueurs du Real. La BBC qui est revenue il y a quelques semaines seulement. Et on se rappelle que l'an dernier, la méthode Pintus, le préparateur physique bien sûr du Real, avait permis justement à ce moment-là de l'année, en huitième, en quart, en demi, au Real d'être supérieur physiquement. Alors est-ce que le Real qu'on a vu il y a un mois, ou il y a 2 semaines, ou il y a 3 semaines, sera celui de la semaine prochaine? Je suis pas sûr. Mentalement, en tout cas, c'est pas le même Real qu'il y a un an, même si physiquement, ça pourra peut-être ressembler. Gary Lineker, autre personne qui donne le PSG favori de cette confrontation de huitième de finale. Je pense que le PSG éliminera le Real. Je sais que le Real a eu une bonne histoire en Champions League, mais je ne vois vraiment pas Madrid. Bref, tous les voyants quand même paraissent au vert pour Paris. Voilà, autre déclaration. C'est peut-être mettre la pression sur les épaules du PSG. En tout cas, il y a 3 gros points d'interrogation sur lesquels on veut revenir dans la classe foot. 3 postes clés, 3 postes importants à Paris où il y a match, où il y a le choix. On commence par le poste de latéral gauche. Youri mon Berchiche, titulaire, l'espagnol, ou Layvin Kurzawa, le français tellement décrié. On a l'impression que même ça vient du poste de latéral gauche quand on est français, tellement Evra, Kurzawa, bref. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez, les gars, de ce match, dans le match entre ces deux? Qui faut-il titulariser? Je crois qu'on va tous être d'accord sur ce plateau. Enfin, je sais pas. je pense pas. Je présuppose, Bah ouais, mais moi, pour moi, ça serait Berchiche. Ce serait Berchiche parce qu'il apporte beaucoup plus de garanties défensives et qu'il a montré, notamment lors des derniers matchs. Je pense à Lille, je pense à Lille, il marque. à Lille, il marque notamment, Ouais, et je crois hors-jeu. qu'il y avait Dijon Un aussi, beau je crois, hors-jeu. avant, où justement dans l'apport offensif, il est quand même assez propre. Alors c'est pas Kurzawa dans la projection, mais ça commence à y ressembler. Et surtout derrière, dans le repli, c'est quand même beaucoup plus intéressant que Kurzawa. Le seul bémol que je mettrais là-dessus, c'est qu'on sait que dans les préceptes de Emery, l'apport offensif des latéraux est très important, et peut-être que Berchiche est moins le candidat idéal. Mais moi, je suis convaincu en fait que Kurzawa au niveau est 2 fois meilleur que Berchiche. Par contre, c'est là où on a l'incertitude, c'est que Kurzawa a du mal à être régulier, donc on ne sait pas s'il sera au niveau. Selon moi, il faut mettre Layvin Kurzawa parce que c'est une garantie. Déjà, c'est un mec qui sait être Pas décisif. peur, hein, garantie. Non, c'est une garantie offensive. C'est un Oui, mec qui sait être offensive, ouais. décisif. On se rappelle du match à Barcelone, je crois que c'est lui qui fait la passe D pour Cavani. Ouais. Même s'il fait des matchs dégueux, Même c'est un- fils de paille aussi, il fait la passe D. Exactement. C'est clair. Ouais. Tellement. Et Kurzawa est meilleur que Berchiche intrinsèquement. Maintenant, il faut savoir s'il va réussir à se mettre au niveau. Bah, Ouais, le truc, c'est- c'est que. Le C'est truc, fort ça prendre les patins de Kurzawa en ce moment parce que. Ouais, contre ce choc, ouais. le gars, crois-moi que je me suis Ouais. pas dit aussi, il est garanti, hein, notre ami. Même si, encore une fois, c'est lui qui fait une belle passe à Cavani sur le deuxième but. Exact. C'est vrai qu'il apporte ces garanties-là, et de toute manière, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que Emery va jouer pour défendre ou pour aller claquer 3 buts? Si le but, c'est d'aller marquer 3 buts à Bernabeu, ce qui peut être une bonne tactique, hein, finalement, évidemment, Kurzawa va jouer. Moi, je pense qu'il va jouer parce que c'est le titulaire du poste, parce que Emery l'aime beaucoup, mine de rien, il est tout le temps titulaire, alors que Berchiche mériterait d'avoir un peu plus de temps de jeu. Donc, ouais, il va jouer, on va juste prier, sincèrement, pour que Gareth Bale lui mette pas la misère. Donc une hiérarchie fixe à gauche, Bah et oui. donc plutôt Kurzawa. Autre point d'interrogation, là aussi on peut se dire que Mbappé partait avec une large longueur d'avance sur l'ami André Di Maria. Pour autant, l'Argentin, comme d'hab depuis 2 ans, revient fort, boulet de canon, fin d'année, début d'année. Là, sur les 10 derniers matchs, il en est à 9 buts, 6 passes décisives. Est-ce assez pour déloger Mbappé du 11 in extremis? Il y a plein de gens qui disent, en plus, il connaît bien Bernabeu, il a joué là-bas. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou est-ce que Emery ne peut pas changer son trident? Il ne le changera pas. Là, on est d'accord, Manu. Là, on est On d'accord. va mettre fin tout de suite au suspense. Il ne le changera pas. Après, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir un mec comme Di Maria qui sait tenir le ballon en fin de match. Je ne sais pas si tu es devant au score, que tu veux justement garder ce score-là. Ça peut être intéressant de le faire rentrer, comme ça aurait pu être intéressant aussi de faire rentrer Mbappé pour mettre beaucoup plus d'impact et casser des reins dans le dernier quart d'heure ou dans les dernières 20 minutes. Non, Mbappé, il n'y aura pas de suspense. Il jouera. Et tant mieux si le PSG a justement plusieurs solutions et notamment sur le banc. Je veux dire, en Ligue des Champions, c'est très important. On l'a vécu et on l'a connu ces dernières années. C'est pas forcément le joueur le L'équipe plus est- collectif, le plus, on va dire, chaleureux avec ses coéquipiers, André Di Maria, et surtout quand il joue pas. On l'a vu refuser de s'échauffer, etc. Vous vous attendez à ce qu'il fasse une tronche monumentale parce que là, il a depuis 2 mois, il joue tous les matchs hein, et en plus, il est bon. Non, moi je pense que dans sa tête aussi, la hiérarchie est très claire. De toute façon, tu n'investis pas 180 millions sur un joueur pour le mettre sur le banc alors qu'il est apte à jouer dès ton premier rendez-vous décisif de la saison. Et ça, Di Maria l'a bien en tête. Quand c'était lui la star du PSG, il savait très bien que même si lui il n'était pas au niveau, il serait sur le terrain. Là aujourd'hui, Mbappé a fait
j'irais 6 premiers mois avec le PSG qui ont été exceptionnels, faut pas l'oublier. Et même Exceptionnel, peut-être pas, bon. Donc, il était très bon, quoi. Très bon. Très bon. pour moi, c'est exceptionnel parce qu'il faut Donc, pas oublier il a 18 ans, qu'il son a âge et avec 18-19 le ans. contexte, Il est ultra décisif. Je crois que c'est le deuxième joueur français le plus décisif en Europe. Ah non, c'est le premier C'est joueur le français. premier Ouais. buteur sur l'année de civil, je crois. Et Oui, c'est ça. non, Mbappé a une longueur d'avance Ah et oui. Di Maria ne fera pas la gueule parce qu'il sait que Moi, c'est j'ai pas aussi envie la de voir hiérarchie. Di Maria sur le terrain. Je sais pas pourquoi on est là. Alors, moi, j'ai pas envie. Enfin, j'ai envie de le voir les peut-être 20 un dernières autre minutes, quoi. 9 buts, Peut-être un il autre passe poste. décisif en Ouais, 10 très matchs. bien. Mais qui Ah, mais continue en Ligue 1, vas-y, en coupe. hein, Peut-être un on autre parle de poste. voir. On voit Rabiot là sur la composition non. qui est juste derrière nous. Rabiot, il a un problème à la hanche en ce moment. On ne sait pas s'il il arrivera à temps, s'il sera OK pour jouer contre le Real. Mais pourquoi pas Verratti, Di Maria? Ça paraît complètement fou. Ah ouais, ça- Faut Et défendre un peu, complètement hein. déséquilibré, Oh là là. etc. ça a jamais etc. été, ça a Ouais. jamais été mis. Il joue Quitte plus à à faire poste ça, de il mettra neuf plus à de vingt. Draxler. Pastore. Le Au joueur, Draxler ou oui, Pastore, ouais. mais tu sais, Di Maria aurait. Bon, c'est ce que tout le monde dit depuis déjà Les des fameux- années la 50, fameuse année. tu vois, mais Di Maria au Real, dans cette position-là, c'était intéressant. Le joueur ne veut pas évoluer à ce poste-là. Donc, ok, d'accord, va cirer le banc si tu Mais veux. voilà, jouer les gens uniquement à droite. préfèrent être sur y a le pas de banc, souci, mais tu être vois. ailier droit Bien sûr. plutôt que. Non, mais c'est ouf. Il Exactement. a hein. jamais dit C'est incroyable. ouvertement à Paris, je ne jouerai pas à ce poste. Ouais, C'est ce il- qu'il s'est dit en coulisses, Voilà, qu'il ne voulait pas ouais. jouer, qu'il aurait dit à l'entraîneur qu'il ne voulait pas jouer, après on n'était pas là, on va pas Ouais, confirmer. Si on lit Par ça dans contre, l'équipe. Il y a une chose qui est très très importante. Le petit tac. Il y a une chose qui est très très importante, c'est que tu parles du poste de Mbappé. Moi, j'attends énormément de Mbappé sur les replis défensifs. On l'a vu Et Neymar dans aussi. l'animation offensive, c'est très spectaculaire, c'est très bon. Important. Mais il va falloir qu'il y ait une relation technique, notamment si Dani Alves Mou- joue aussi haut qu'on l'a vu jouer depuis le début de Moulay, saison. toi, tu étais un numéro 10 qui allait aider ses défenseurs quand même un peu ou rien à foutre? Ah oui, moi je venais défendre, je défendais, j'attaquais, je faisais tout moi. Mais tu faisais tout, mais comment ça se fait que t'as pas eu la carrière que tu aurais dû Hein avoir? Bon, on va en parler dans Ouais, quelques j'ai instants. pas eu la carrière parce que c'est la vie, c'est comme ça. Est-ce que Hein On va- t'as vu un peu Mbappé vite fait jouer Ouais, Je trouve mais que c'est un phénomène incroyable comme Mbappé, tout le monde. il est très fort. Ouais. Hein, il est rapide, il est vif, Il est bien il est- entouré. il est collectif, il est bien entouré, surtout ça compte beaucoup. C'est vrai que c'est important. Et puis voilà, il joue avec des joueurs d'expérience, donc ça va lui apporter plus d'expérience. Ouais. Donc il a beaucoup de fraîcheur et franchement, il est bien parti. Est-ce qu'on- Il est là, très bien parti. je te relance une dernière fois. Est-ce que là, comme ça, là, est-ce que ce serait pas le plus grand talent intrinsèque de l'histoire du foot, français hein, évidemment. Ouais. C'est l'histoire du foot français. Ouais, tu vois, il y a des Ben Arfa, tu peux me dire Platini, si tu veux, hein, mais là, comme Oui, ça. mais le problème c'est qu'en France, on parle tout de suite des joueurs et on se demande tout de suite si c'est le meilleur français ou pas. Mais en fait, il faut laisser un peu le temps. C'est comme on a parlé de Gourcuff, c'était pareil. Ouais, ouais. Zidane, et après, on l'entendait plus. Avec Faubert Donc aussi, il hein, on faut s'est lui dit laisser ça. le temps. À la liste Voilà, longue, il y à la a liste Jacques longue. Fati, Ah, ouais, Jacques Doudou, bah oui. Thuram, Jacques Doudou, il voilà. régalait, bah oui. C'est vrai. Donc en Ça va France, vite. on a tendance à parler trop vite. Jacques Fati, ça n'a Et pas de duré pas longtemps quand même. Jacques Fati, ça n'a pas Ça duré a duré longtemps. ses quand 2 même. ans à Clairefontaine, et puis Les voilà. deux articles. Ouais, c'est clair. Il y a une vraie question sur ce Real PSG. Là, c'est la dernière, c'est la plus importante. C'est celle sur laquelle on voulait vraiment revenir dans cet instant au My Goal. Mota, pas Mota, Diarra, pas Diarra. Qui faut-il mettre en sentinelle pour solidifier ce bloc parisien à Bernabeu mercredi? Alors on vous pose la question, on se la pose ensemble. Vous partez plutôt sur qui? Ne me demandez pas, vous savez très bien. Alors, Mkhitaryan. Motian. Attends, pourquoi tu mets. Attends, mais c'est une vraie question que je te pose, Thibaut. Pourquoi tu préférais voir Thiago Motta titulaire au Bernabeu pour un 8e de finale alors qu'il a joué 20 minutes à Sochaux depuis 3 mois? Alors, depuis 7 semaines exactement, il n'a pas été titulaire en effet. 7 semaines seulement? 7 semaines J'ai l'impression que c'était 7 ans, moi. Ah, il y a une- le temps passe aussi lentement que le jeu de Thiago Motta. Mais Thiago Motta, pour moi, c'est le gage de la sécurité défensive du PSG, c'est-à-dire que c'est l'homme qui permet à tous les joueurs de rester 10 mètres, à 10 mètres les uns des autres, de rester un bloc équipe compact et permanent, surtout avec des flèches comme Neymar et Mbappé qui ont tendance à disloquer tout ça. Donc pour moi, Motta, en plus, c'est le joueur qui joue pour les autres. C'est-à-dire que si Rabiot veut aller percer la ligne, lui, il va être là en retrait. Si Rabiot veut faire un échange de ballon sur une touche de balle, lui, il sera là pour ça. Alors qu'on l'a très bien vu à Sochaux avec Diarra. Diarra, c'est un joueur qui manie le ballon, qui en perd peu, qui casse les lignes. Et du coup, c'est encore un Rabiot, encore un Verratti pour moi. Et à partir de là, je me dis qu'il serait très utile d'avoir un Motta qui sera aussi capable d'aller tirer un maillot, d'aller se mettre en face de l'arbitre, sans prendre un jaune à la Verratti, pas tout de suite à la 50e, Ouais, c'est clair. et qui va retarder des moments importants de contre-attaque pour le Real, des choses comme ça. Et son expérience, 34 ans, ok, il lui reste Il pas... a que 34 ans? Gros, j'ai l'impression qu'il en a 39, c'est 34 ou fou. 30, non, Ouais, 36, 37, non? non, sûr, on va 39, vérifier 40. là en direct, mais non, c'est 34 ou 35. Et Motta, donc, pour moi, est capital. C'est un relais avec Emery fondamental. Et en plus, Thiago Silva n'est pas un capitaine. Et il en faut bien dans cette équipe. Il faut qu'il soit sur le terrain.
terrain. Bon les gars, je sais pas pour vous, mais moi je suis convaincu, vas-y tu peux enchaîner. Hein. Non, Mets-moi mais- Mota. Non, mais- mais non, y a- non, y a- non. Moi, je suis pas convaincu du tout. Vas-y. Thiago Motta, quand tu dis, Un peu, quand même. il peut tirer. Un peu, parce que je t'aime bien. Mais Vas-y. quand Thiago Motta doit tirer le maillot, ok, il sait le faire. Mais par contre, est-ce qu'il a assez de jus pour se retrouver assez proche du mec pour aller lui tirer le maillot? Et moi, quand tu dis Tellement. cette semaine qu'il a pas joué, on voit un peu plus loin, il a pas assez de rythme depuis le début de la saison. Et là, je te rejoins. Tu J'ai vois. pas dit qu'il devait faire 90 minutes. Hein. Non, mais par contre, si Emery est audacieux, eh ben, il met Lo Celso. Pourquoi? Parce que ça. Oh là ça- là. Non, mais parce que Non. Lo Celso. Kurzawa et Lo Oh non, pas Double toi, pas peine, toi. Pas toi Max, pas maintenant. c'est le Qu'est-ce que t'as fait? Il va Non. falloir défendre. Hein. Lille PSG, quand j'ai vu Lo Celso, je Ah, me mais suis non, dit, mais mais gros. ce joueur Oui, est contre Lille. incroyable. Il est en 3ème B, on va Un pas le faire match jouer ce un gars-là. match Non, amateur, mais y a voilà, pas de mais souci. à un moment, faut arrêter aussi Pas en parce que six. Lassana Diarra et Thiago Motta n'ont pas assez de rythme pour jouer un match aussi capital. Lo Celso, il a. Je vous dis pas qu'il sera excellent. De toute façon, on l'a jamais vu sur des rencontres comme ça. On n'a pas envie de Alors, le Si, voir on l'a pour- vu à c'est trop Lyon, il a été catastrophique pour défendre sur C'est trop Depay. tôt. Ah ouais. Ah, bah, l'impact, ça va être dur. Le problème du Casemiro, sentinelle, ah c'est ouais, que la bah, c'est base, un c'est qu'il bouffé. faut Modric. défendre. La base de la sentinelle, c'est apprendre à orienter les attaques vers les côtés ou vers l'entonnoir. C'est pas formé pour ça, le gars. Voilà, et Ouais, Lo c'est Celso, un dix. typiquement, pour moi, ce sera parfait s'il faut remplacer Rabiot Rabiot en ou relayeur. bah, ça sera parfait si tu vas au Real en te disant j'ai peur aussi. Si tu vas au Real en te disant j'ai envie d'avoir le ballon et faire le jeu, Lo Celso, c'est une meilleure opportunité C'est que pas ce Las qu'ils vont faire, et hein. Thiago Motta. Le PSG, on n'a pas l'habitude ces Avec derniers Lo temps Celso, ça va être dur dans les duels. d'avoir le ballon. Ce qu'ils veulent, c'est de se projeter rapidement. Et moi, pour moi, mon choix, c'est évidemment Lassana Diarra. Quand je le vois à Sochaux, alors certes, certains disent qu'il touche trop la balle, qu'il lui faut 5 touches de balle pour faire une passe. Moi, je l'entends, mais je crois qu'on va en avoir besoin un peu de ce côté. Je prends la balle, je fais remonter le bloc et j'ai un peu d'assurance. Et j'ai joué 2-3 grands matchs dans ma vie, tu vois. Et puis voilà. Et puis c'est quand même un mec de coup. C'est-à-dire qu'on se rappelle. Putain, j'ai écouté l'after la dernière fois, il parlait d'un match France-Italie où il est arrière droit, c'est la Ouais. première sélection, Ouais. ses premières Ouais. sélections, il avait été incroyable. Et Lassana Diarra, c'est ce mec-là, on se souvient de son PSG OM il y a 2 ans, voilà, sur un Dans ce match, cas-là, on le il fait peut jouer être arrière incroyable. gauche. On le fait jouer Ah, mais arrière moi, gauche. je mettrais arrière gauche, mais le arrière gauche, mais le goal, hein, direct. À la place de Daniel Vess. Ouais, c'est- Pour revenir à ce que tu disais, et ce que disait Thib, tu disais, je pense que pour le coup, Mota est beaucoup plus compatible avec le jeu, en tout cas des relayeurs ou des offensifs. Tu le disais, le fait qu'il touche un petit peu moins le ballon, etc., que Lassana Diarra. Par contre, moi, il y avait une chose que j'avais observée contre le Bayern, c'est qu'il est très très proche de la ligne des stoppers. Trop. C'est-à-dire que limite, parfois, l'équipe est un peu coupée en deux quand il y a beaucoup de rythme, parce que forcément, il a du mal à se projeter. Bon, il casse les lignes par la passe, mais il est vraiment collé à Un la stopper, ligne de quoi. 4 derrière, C'est quoi. un libéraux, c'est le gars. Et voilà, et ça C'est clair. peut être un problématique si justement tu subis un petit peu, tu peux avoir un peu plus de mal. Moi, j'aimais bien, mais bon, encore une fois, il risque d'être touché à la hanche, et pareil, monsieur ne peut pas jouer 6, mais Rabiot en point de basse, je trouve ça intéressant, parce que quand tu regardes sur la compo UEFA, c'est Rabiot qui est en point de basse avec les deux relayeurs devant, mais parfois ça permute avec Verratti, suivant la situation, la zone où se situe justement le ballon, etc. Je trouve qu'il y a un vrai jeu très très intéressant C'est lorsque qui Rabiot ton est troisième 6. alors? Tu sais quoi, pourquoi pas Lo Celso, tu vois? Pourquoi pas Lo Celso associé à Verratti, tu vois? Ce mec-là nous a beaucoup montré en 2018. Why not? Pourquoi pas en Real Di Maria, comme on le disait tout à l'heure? Pourquoi pas En fait, en- on fait l'expérimentation, quoi. Non, Là, mais malheureusement, tu es obligé. Parce Fais que ça t'as en fait quart venir, contre t'as contre fait l'OM, venir si cet tu veux, hiver mais- un mec qui a joué 12 matchs en 2 ans, qu'est Lassana Diarra. Tu sais que Mota, physiquement, est pas au top. Donc, quoi qu'il arrive sur ce poste de 6, et c'est aussi pour C'est ça que vrai. le PSG n'est pas favori, c'est que sur ce poste de 6, il y a un énorme point d'interrogation. Très bien. Bon, on a fait le tour et en tout cas, donnez-nous vos commentaires. Là, on va faire vivre cette séquence jusqu'à mercredi, passionnellement, en attendant ce 8e de finale, ce match tant attendu de Ligue des Champions. Tout de suite, on doit parler des footballeurs qui deviennent des esclaves modernes. C'est le thème d'un livre qui vient de sortir, quand la réussite d'un petit conditionne la vie, la survie de toute une famille. Et voilà, parfois, ils se font enfler et c'est terrible pour tout le monde. On en parle tout de suite dans la récréation. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Le succès du foot européen et ses terribles dérives, parmi elles l'esclavage moderne de jeunes rêveurs, un brin naïf qui n'ont qu'un objectif, sortir de la misère coûte que coûte. Pour en parler avec nous, Moulay Thiam est là aujourd'hui, ça nous fait plaisir, il vient de Rennes. Lui qui a eu son élan brisé, qui était une pépite. On va revenir avec toi là, pendant 5 minutes, avant de rentrer dans ce débat un quart d'heure, sur ta carrière, ce qui s'est passé, comment tu l'analyses aujourd'hui avec le recul. T'as quel âge déjà là? 35. Tu as 35 ans. Alors, tu es arrivé à une dizaine d'années au PSG. Tu étais tout petit, tout jeune. Tu étais pourtant déjà la pépite qu'il fallait surclasser, le numéro 10, le futur grand joueur, parce que tu mettais des buts, tu cassais les lignes, tu driblais et tu courais beaucoup. Et puis, très vite, après Paris, après la capitale, là où tu as commencé à Châtenay-Malabry, Oui, tu vas à Rennes.
Oui, j'ai commencé à Châtenay-Malabry avec l'AS Voltaire, avec Habib Bamago. Et après, j'ai été recruté par Toko qui m'avait vu jouer et qui m'a fait venir. Toko, l'ancien joueur du PSG, adjoint de Fernandez. C'est mon oncle. Exactement. Oui. C'est vrai C'est tchadien. Oui. Et Et bah oui. c'est lui qui. Non, je vous jure, c'est vrai en plus. C'est lui qui m'a amené là-bas. Hein. C'est lui vrai qui m'a Bon, on amené pourra en parler après si tu veux. Alors, au Paris Saint-Germain. Et- T'as des On dossiers voit, sur ton alors on oncle voit les photos, hein, on voit les photos sur l'écran Oui. et vous les avez vues. Tu étais là. Les couleurs à l'époque donc du PSG, époque Wea, Ginola. Ah ouais, régale. Le les gardien maillots était pas qui mal. régalent. Et à Ouais. Rennes ensuite, raconte-nous. Donc, je suis Pourquoi t'es arrivé- parti Explique-nous tout ça. Pourquoi je suis parti du Paris Saint-Germain? Continue là, de nous raconter Ouais. ton histoire là, de Je ces suis années-là. allé au Paris Saint-Germain, tout se passait bien. Et puis, arrivé un moment comme j'ai ma mère qui voulait pas que je joue au football. Donc, qui m'enfermait des fois à la maison. Elle t'empêchait d'aller à l'entraînement Et je pouvais pas aller à l'entraînement. Pourquoi? Parce que justement, elle voyait On me cachait le- mes du chaussures danger de dans le foot. football. Donc, j'étais obligé de voir avec l'entraîneur Sébastien Thierry. C'est lui qui gardait mes affaires, Ah ouais. qui me les lavait, tout ça. Et quand je venais au match, Donc il tenait à toi, hein, tu étais il- un joueur voilà. particulier. Voilà, j'avais la carte orange qui était payée. Il y avait plein de petites choses qui étaient faites pour moi pour que je puisse jouer au football. La carte orange pour les plus jeunes, une- c'est la carte Navigo. Ouais, c'est Voilà. voilà. Non, c'est la carte Ouais. Navigo. Voilà, exactement. Et, Donc, et alors qu'est-ce qui fait que tu pars de Paris vers Rennes? ben, je pars de Paris vers Rennes parce que je me dis si je trouve un centre de formation, je pourrais me concentrer dans le football et faire mon travail correctement. Parce qu'avec maman, c'était pas. Avec c'était maman pas dans les facile. parages, c'était pas facile. Donc, Mais à elle, Paris, c'était tu n'aurais pas plutôt pu l'école. intégrer le centre de formation? Non, j'étais trop jeune. Ouais. L'entraîneur a essayé d'en parler, mais j'étais trop jeune pour intégrer le centre. Donc à 12 ans, tu intègres le centre de Rennes. C'est fou 12 ans quand même. hein. Là, Ah ouais, là, 12 tu ans, te coupes de ta famille et tu pars à Rennes. Voilà, je m'occupe de ma famille, je vais à Rennes, j'arrive là-bas à 12 ans. Raconte-nous ces moments-là. Ben, je suis arrivé, c'est Tierno Seydi qui m'a ramené là-bas. J'aurais dû le garder en plus comme agent. C'est lui qui m'a amené. C'est qui, tu peux préciser pour les gens qui connaissent Tierno pas? Seydi, c'est le manager d'actuel de Didier Drogba. Donc c'est lui qui est venu chez moi, qui a parlé avec mes parents sénégalais. Ma mère a voulu. Après, je suis parti à Montparnasse. Il y avait Gérard Lefilâtre, l'ancien manager du club de Rennes, qui était à Montparnasse, qui m'attendait. Et je suis parti avec lui à Rennes. Quand je suis arrivé là-bas, ben, j'ai intégré le centre de formation. Mais je suis resté plus de 6 mois avant d'avoir ma licence parce que Paris ne voulait pas donner Ah ouais. ma lettre de sortie. Donc c'est mon beau-frère qui a dû se déplacer au camp des loges, Mhm. qui a parlé avec Michel Denisot. Et c'est Michel Denisot qui a dû donner la lettre. C'est incroyable. Wow, Ouais, ça, c'est c'est fou, ouf ça. C'est Incroyable. dingue quand même. Donc, Pour un joueur de 12 ans, c'est ça qui est fou. Ouais, ouais, mais j'ai eu plein d'anecdotes de cette manière-là, comme deux clubs Fontenay-Rose et Voltaire qui se sont battus, les dirigeants, à coups de poing parce que j'étais à Voltaire et Fontenay-Rose, ils m'ont pris. Oh là là. Non, mais- Et alors, tu nous as envoyé des photos aussi parce qu'on va avancer un petit peu dans cette carrière et puis pour en venir à l'époque quand tu étais majeur et tout ce qui t'est arrivé. À Rennes, tu as croisé des Wiltord, puis Grenier. On va voir la photo là, de Ouais. France 3 là, où tu as été surclassé. Tu avais 13 ans et tu étais surclassé en moins de 15 ans, moins de 17 ans. Ouais, Regarde, là, j'avais, c'est qui là en photo là? J'avais 13 ans, là je suis avec Gaël Danick. D'accord. C'était Ah oui, le tellement. tournoi- Exact. C'était Comme des le cheveux. tournoi international à Plougonvelin, à Brest. Et là, tu étais surclassé déjà. J'étais surclassé en moins de 15, donc j'évolue avec les moins de 15 et des fois je descends avec les moins de 13 s'il y a des matchs importants. Et là, on se dit que tu es sur la voie royale et à 16 ans, qu'est-ce qui se passe? Bah, à 16 ans, c'est ce qui se passe. Mais, je suis parti au e-sporting. Rennes te proposait un contrat pro, il y avait des opportunités, il y avait quoi? En fait, j'étais encore en contrat avec Rennes parce que j'ai signé 5 ans de non-sollicitation. D'accord. Donc ça veut dire que j'avais même pas fini mon contrat, je suis parti au e-sporting. Mhm. Tu es parti au Sporting Lisbonne, en Oui. Portugal, du jour Oui. au lendemain. Du jour au lendemain, je suis parti au e-sporting. C'est un agent qui t'a envoyé là-bas? Ouais, c'est l'agent Luis Norton de Matos. Luis Norton de Matos, c'est lui Ok. qui m'a ramené au Il est venu te Portugal. chercher et il t'a embobiné et il t'a dit
grandir, pour faire carrière, il faut que tu ailles au Portugal? Non, ils m'ont dit que nous, au Portugal, on te fait signer pro tout de suite. Tu as les qualités pour signer pro directement. T'avais quel âge là? Et, À ce moment-là? j'avais, 16 ans, non? j'avais 15 ans et demi. Non, mais Ah ouais. Ouais, c'est j'ai eu ouf mes pour ça, 16 ans c'est là-bas, quoi. Il a donné de l'argent à la famille, des choses comme ça, non? Je sais pas, mais je sais qu'on nous a invités au restaurant sur Paris. Il y D'accord. avait toute la famille, et ils ont discuté avec la famille. Et ça s'est fait comme Et ça. puis voilà, mais avant qu'ils discutent avec la famille, j'étais parti faire mon essai déjà. Ah déjà, ils avaient validé. Donc quand je suis arrivé, j'ai été pris. C'était grand hôtel, tout ça. Ouais, Tu vas devenir le meilleur joueur d'Europe. ça te fait rêver. Ouais, tu es plus fort qu'Abedi Pelé. Voilà, c'était des choses comme ça. Mais moi, ça ne me faisait pas rêver. Moi, j'étais un joueur qui était très humble. D'accord. J'étais très modeste. Manque de confiance en toi ou modeste juste? Non, je suis modeste, moi. Je suis D'accord. très modeste. Je ne suis pas le joueur qui va dire ouais, j'ai dribblé tout le terrain, j'ai marqué, j'ai Mais mis tu un connaissais petit tes point à qualités, par l'autre. contre. Tu connaissais tes qualités, tu savais ce que tu étais capable de faire. Ouais, j'avais confiance en moi, j'avais mes qualités. Ouais. Et je me rappelle l'entraîneur Philippe Bizel qui m'entraînait en moins de 15 nationaux à Rennes. Il y a eu des moments, il me disait, ouais, sur le terrain, même quand il y a quelqu'un derrière toi, tu demandes le ballon à tes amis. Il ne faut pas leur demander le ballon parce que toi, tu as confiance en toi et ils ne veulent pas te le donner parce qu'ils voient quelqu'un derrière toi. Ouais. Donc ça, c'est... Il y a beaucoup de choses qui s'est passé avec moi, en fait. Et alors, C'est dommage, quoi. raconte- C'est dommage, raconte-nous pour la France ou le Sénégal, je sais pas. raconte-nous ce gâchis fou, Moulay Thiam. Quand tu arrives au Portugal, tu es prêt à devenir pro, à faire carrière au Sporting Lisbonne. Oui. Finalement, on a appris que tu avais été à Porto. Et puis après, Ouais. on t'a perdu de vue. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais je suis arrivé au Sporting, j'étais avec les pros. Et il y a eu des appréciations qui ont été mises sur moi, sur papier, tamponnés, signés. Je les ai encore à la maison. Où ils disaient qu'à 16 ans, avec des internationales, et j'arrivais à m'intégrer, je faisais ce que je voulais avec le ballon, et que j'avais le niveau, quoi, en fait. Donc, c'est des appréciations qui étaient très bien. Mais le problème, c'est que j'étais trop jeune. C'était des pros. Et les entraînements physiques début de saison étaient très durs pour moi. Donc ça t'a cassé physiquement? Ouais, et c'est des entraînements physiques que j'ai jamais connus de ma vie depuis que j'avais commencé le football. T'étais Donc, pas c'était adapté très à dur, ton gabarit? mais je disais rien. Parce que je voulais y arriver, je voulais réussir. Donc je forçais avec eux. Et en plus, les entraînements physiques, c'est moi qui étais devant. Ah ouais. Et du coup, c'est Ouais. Et à j'ai cause de trop ces tiré. entraînements physiques, tu t'es blessé? Et après, j'ai eu un problème de pubalgie. Ah oui. Ok. Ouais, j'ai eu une pubalgie. Et au lieu de me faire soigner correctement, professionnellement, ben, ce qu'ils ont fait, ils m'injectaient des piqûres chaque semaine à l'infirmerie. Et tu sais pas de quoi? Et je ne sais pas ce qui est dans les seringues, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, en étant jeune, de ne rien savoir, j'étais content de pouvoir entrer sur le terrain. Mais en fait, je n'étais pas conscient qu'ils étaient en train de muser, ils étaient en train de... Ils t'ont flingué physiquement, ouais. Ils m'ont flingué carrément. Et là, tu nous disais que tu avais encore des douleurs Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, et 15 ans j'ai des après. douleurs, j'ai des séquelles. 15 ans après, des séquelles. Et ça a complètement décousu le fil de ton histoire et tu n'as jamais réussi à Exactement. percer avec ces blessures physiques. Ouais, j'ai jamais réussi à percer avec ça. Et alors, que- quels sont les problèmes de ta relation avec les agents? Parce qu'on va parler de ce livre qui est sorti, Oui. Esclaves modernes, les footballeurs africains. Toi, aujourd'hui, tu œuvres au Sénégal pour essayer de tisser des liens, de prévenir les familles. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ta carrière là? Quels sont les points importants sur lesquels on doit revenir? En fait, au Sénégal, ce qui se passe, c'est que je suis venu en France, j'ai fait du football, j'ai fait un centre de formation, j'ai beaucoup d'expérience dans le football et j'aimerais me servir de mon expérience pour les jeunes au Sénégal. Et en même temps, il y a un phénomène qui s'installe et que j'aimerais que ça cesse. Ça veut dire des agents qui viennent au Sénégal, qui prennent des joueurs sénégalais, ils les ramènent chez leurs parents, ils leur demandent de l'argent pour le billet d'avion pour aller faire un essai. Ils leur demandent de l'argent pour l'argent de poche du joueur pour pouvoir prendre l'avion. Et c'est par ces pauvres parents-là qui, ça trouve quand ils mangent le matin, ils ne mangent pas le midi. Et là-bas, c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'ils prennent toutes leurs économies, ils vendent leurs bijoux, et qui sont en or, la plupart, et qui donnent ça à l'agent. C'est du rêve. Et les parents, ils sont là, ils
ils appellent toute leur famille, comme ça se passe en Afrique. Ils appellent toute leur famille. Ouais, notre fils est parti, il va être professionnel, il va réussir. Alors que le petit, il a tout sur ses épaules. Donc, quand il arrive ici avec un agent, il se fait abandonner et il est en Europe clandestinement. Clandestinement, il n'a pas de foyer, il peut rester une semaine sans manger, il est dans la rue. Toi, tu Donc, essaies donc de les prévenir de ça. Donc, j'essaie de les prévenir et j'essaie aussi de les encadrer. Aussi. Parce que toi, tu t'es fait rouler par un agent à un moment donné. Moi, c'est pas le même contexte. Parce que moi, je suis arrivé en France à l'âge de 7-8 ans. C'était pas pour le foot. Tu es venu parce que tes parents. Moi, je n'étais pas venu pour le football. Oui, voilà. Le football m'a rattrapé ici, moi. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est pas le même contexte parce que moi, je suis en France. Mais eux, ils sont au Sénégal. Et parce Ils que ne se rendent pas justement, compte du fonctionnement au aujourd'hui. Sénégal. On a des extraits du livre là, à Ouais. vous montrer là, pour vous faire réagir aussi tout le monde en plateau. L'ONG Solidaire qui le dit, 6000 mineurs quittent chaque année l'Afrique pour venir tenter leur chance en Europe. Ça vous paraît, avec C'est une ouf. perte godasse, leur Ouais. rêve en bandoulière? Tom, t'en penses quoi de cette folie en fait? Ah bah moi je trouve ça incroyable. Alors, bon, de toute façon, on aura tous le même avis. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans une situation où on pourrait parler de foot, mais on pourrait parler de la vie en général, c'est-à-dire que les gens sont tellement désespérés chez eux là-bas qu'ils se disent l'Europe, ça va être l'Eldorado, ça va être mon moyen de m'en sortir. Donc là, on parle de mecs qui ont, je sais pas, 8, 10 ans, 12 ans, qui sont même pas au collège, qui prennent, tu viens de le dire, tous les espoirs de leur famille pour tenter de percer. Alors on imagine qu'on peut penser à Adebayor, par exemple, on a vu dans son discours, avec, enfin son interview avec Dacour, où toute sa famille lui mettait la pression pour lui donner de l'argent. Donc lui, c'est un mec qui a réussi. Mais imaginez tous les enfants sacrifiés familles, pour avoir les familles sacrifiées, pour avoir un seul mec qui perce au haut niveau. Donc évidemment, c'est très triste et c'est très compliqué. Et c'est les gens comme toi qui ont cette expérience-là, qui doivent évidemment rendre à leurs petits, j'ai envie de dire, en Afrique, puisque de toute manière, il y a des gens qui voudront en profiter tout le temps. Donc il faut essayer de contrer ça, évidemment. Autre extrait du livre là, à vous soumettre. Le footballeur africain ne vaut pas plus qu'un kilo de coton ou de cacao. C'est une marchandise extraite du continent puis soumise à la valorisation le long d'une grande chaîne de valeur ajoutée. Voilà ce qu'on peut lire par exemple dans ce livre. C'est une traite opaque, disent-ils. C'est ça, c'est la traite. Oui, c'est de l'esclavage moderne. C'est de l'esclavage moderne. C'est une sorte de mine d'or qui est là-bas, qui rapporte de l'argent à des agents. Et des fois, même dans les clubs, il y a des gens qui se mettent avec un agent pour manipuler les jeunes. Et qui tire un peu d'argent. Ouais, et qui tirent un petit peu d'argent. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on n'en parle pas. Et Moi, alors, j'ai jamais eu, je me suis jamais souvenu d'avoir regardé un reportage qui s'est passé au Sénégal ou un débat où on parle de ces jeunes-là. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Parce qu'il y en a Mais qui en profitent. psychologiquement, il y a parce trop de que gens qui en profitent. Ah oui, mais et est-ce que c'est les pas Africains aussi. psychologiquement, ça Voilà, va c'est ça. pas. Psychologiquement, ils vont pas bien. Ils peuvent se suicider. Hein. Bah, bien sûr. exactement. Ils Mais peuvent tu se sais, suicider, ils ton peuvent devenir histoire- fous. moi, elle me fait penser un Ouais. peu à l'interview qu'avait donné Sadio Mané. Je ne sais pas si vous aviez suivi. Bien sûr. Sadio Ouais, Mané, Sadio. qui était au Sénégal, Ouais. ses parents ne voulaient pas qu'il devienne footballeur. Et Ouais. lui, peut-être parce qu'il avait des rêves en tête, certainement, mais aussi parce qu'il y avait des gens sous influence derrière lui qui lui disaient Bien sûr. viens faire des essais, viens. Au Ouais. final, Sadio Mané a fugué de chez lui, a pris d'énormes risques pour aller passer des tests et espérer intégrer un centre de formation. Alors, heureusement pour lui, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Oui. Mais comme tu disais, ça peut très très mal tourner. Ouais. Tu parles de suicide, mais on peut vraiment en arriver jusque-là. Bien Ouais. sûr. Et alors, Mais il n'y a aucun suivi psychologique. Bah non, bien sûr. Il n'y a aucun suivi. Ils n'ont pas mis quelque chose en place pour ça. Et moi, je suis en train de faire ça. Je suis en train de mettre une association en place par rapport à l'école de football que j'ai ouvert là-bas au Sénégal. Une association qui fait que je vais m'occuper de ces jours-là et je vais les accueillir et je vais être comme un grand frère avec, et les remettre sur la voie ensuite. avec eux et leur mettre sur une bonne voie. Et alors, les problèmes justement pour forcer le destin, les problèmes en Afrique de faux passeports, fausses dates de naissance, Oui. comme il y a eu là, c'est une actu Mm. qui est survenue en novembre dernier lors du mondial U17, l'équipe du Niger, où on a vu donc la feuille de match Incroyable. avec tous nés, bon 2000-2001, peu importe, mais Oui. il y en a 7, 8 ou 9 sur tout l'effectif qui sont nés un 1er janvier Ou un 31 décembre. ou un 31 décembre. Ouais. Alors expliquez-nous pourquoi. Il y en a beaucoup qui disent c'est des faux papiers, faux passeports, mais c'est aussi en fait institutionnalisé ça. En fait, je sais même pas pourquoi c'est 31 décembre ou 1er décembre. Je sais pas. Mais je sais quelque chose en tout cas. Je sais que
en général, on croit que c'est les joueurs qui changent leur âge qui viennent, mais ce n'est pas que les joueurs. Hein. Non, ouais. Des Non. fois, c'est l'agent qui change Bien sûr. la date de naissance du joueur pour aller ramasser beaucoup de sous. Et Et- des fois aussi, c'est le club qui veut le joueur qui change l'âge du joueur. Comme ça, quand ils arrivent, ils font gagner leur équipe jeune. Et une fois que leur équipe jeune gagne, ils vont dire meilleur centre de formation de France. Ouais, ouais, tout à Ça, fait. ça Vous arrive, avez il y a- compris? Bah oui. Et une fois que vous arrivez à votre fin de formation, ils vont dire on connaît bien son âge, on sait qu'il n'a pas son âge, Ouais. il fera pas long Il se feu. fait remarquer. Mmh. Allez, on le dégage. Et puis les 1er janvier et 31 décembre, Ben c'est aussi ouais. un problème administratif. Tout à fait. où, Ah, complètement. Moi, il y a un ils truc qui règlent- est simple, c'est que Ouais. quand tu nais au village, dans la brousse, eh ben, tu vas Ouais. pas dans la ville pour déclarer ton enfant quand tu nais, tu y vas quand Ouais, tu vas à la mais ils ville, sont là tu déclares. utilisés. C'est Ils aussi sont important. utilisés comme des esclaves. Ouais, Et c'est aussi la faute des clubs. Hein. Bien sûr, oui, oui, mais ouais, complètement. les clubs en profitent. Les clubs occidentaux, je veux dire, Bah en oui. Europe, on parle du PSG. Bah, tout à l'heure, tu parlais de Didier Drogba, son conseiller que vous aviez eu en commun. Tierno Seydi. Ouais. Didier Drogba, faut pas oublier, alors c'est un joueur africain, mais qui était à Levallois. Donc c'est une Levallois, histoire oui. qui est aussi différente. Mais il arrive au PSG, le PSG veut le recruter pour qu'il intègre le centre de formation. Qu'est-ce qu'on va lui proposer à Didier Drogba? On va lui dire, ok, tu vas devenir professionnel, mais on lui dit aussi, on lui a promis un cachet, je ne sais plus de combien, prends tu auras 9 paires de chaussures. Il raconte ça dans son autobiographie. Il fait, prends 9 paires de crampons, tu les auras. Alors que lui, en fait, il était en train d'économiser depuis des années pour pouvoir se payer les crampons qu'il voulait. Mm. Là, on lui dit, t'en auras 9. Et puis, prends une Opel aussi, comme ça, tu auras une voiture. Bien sûr. Euh, Et l'appart aussi. ouais, voilà, Avec, tant bien qu'à sûr. faire. Non, mais Ah oui. on donne des appâts, etc., pour qu'ils mordent à l'hameçon, mais derrière, c'est que de la poussière d'étoiles, en fait. Il n'y a rien de... Mais quelque Ouais, part, mais ce qu'on c'est- peut dire par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, c'est que moi, je vois deux choses en tout cas. Je vois déjà une première notion, et Tom le disait, ça ne vaut pas que dans le foot, ça vaut pour tous les autres sujets. Il y a un problème évident du développement du continent africain. La traite négrière, elle continuera tant que les clubs locaux n'auront pas une certaine attractivité financière et que la situation bien sûr de ce continent-là ne s'arrangera pas. Et puis, on va faire un parallèle aussi dans l'histoire, à travers ton cas et à travers les différentes citations que vous avez exposées. Moi, je me rappelle, j'étais pas né, je l'ai lu après, Raymond Kopa, en 1963, s'est mis en grève, voulait se mettre en grève, avait été suspendu par la fédération parce qu'il avait expliqué qu'il se sentait traité comme un esclave, parce qu'à l'époque, on signait des contrats à vie avec les clubs de foot et que c'était le club qui décidait pour le joueur. J'ai l'impression, mais je pense qu'on est tous d'accord, que depuis l'arrêt Bosman, le système des transferts est complètement dérégulé, ce qui permet, toi tu les appelles des agents, mais moi je les appelle pas des agents, c'est des négriers, à des gens, de faire croire à certaines personnes qu'ils pourront vivre le rêve. Un exemple, Apoula Edel, il était mineur, il a été envoyé en Arménie, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain. C'est pas pour Quel taper- relance sur Mais voilà. Gomis. Mais voilà, C'est pas moi. sur l'Arménie, et par exemple, son agent avait pris 50 000 € de prime à la signature quand il arrive en Arménie alors qu'il est mineur, et lui touchait 150 $ par mois. Et c'est des situations qui existent dans le foot, et par contre, je ne sais pas si tu seras d'accord, je pense qu'il y a une sorte d'omerta, parce que c'est institutionnalisé, parce qu'il y a des académies aussi en Afrique qui sont parfois tenues par des Français, on ne dira pas non, mais il y a un très très bon exemple. Intéressez-vous au Paris FC des années 2012-2013 et à ce que sont devenus ces académiciens qui avaient été envoyés dans la capitale. Ça a été une catastrophe. Et aussi, Et- certains agents se sont fait une réputation grâce à Alors, l'Afrique. Moulay, Manu, est-ce que c'est pas, pour revenir là-dessus, la bonne idée justement de créer des académies sur place, de développer sur Bien sûr. place pour que ça grandisse sur place avant de partir peut-être plus tard en Europe, parce que l'Europe c'est le cœur du foot mondial, mais justement il faut peut-être construire sur place avant tout, non? C'est l'idée? Oui, mais c'est une très bonne idée, ça, de construire sur place. Mais il y a déjà 2 ou 3 centres de formation à peu près aux normes Ouais. qui sont au Sénégal. Mais il faut en faire plus parce que les joueurs, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de régions, c'est un pays. Développer le grand, quoi. championnat, Voilà. développer l'économie. C'est grand. Ben oui, Ouais, et moi, exactement. c'est ce que j'essaye de faire. Ouais. De toute manière, Ouais. vas-y. De toute manière, là, il y a un truc qui est évident, c'est qu'il faut structurer. Il faut structurer les gens d'abord. Il faut former Oui, des gens oui, compétents. Il faut être oui. compétent parce que Oui. c'est toujours pareil. On parle de l'entraîneur de foot, mais bon, le prof, le machin, enfin, ce que vous voulez. Il faut évidemment que les gens se structurent et envie aussi de se structurer et d'avoir ça parce que. Franchement, alors moi je suis africain et tout, donc on pourra en parler pendant des heures, mais je fais un coucou à Jean-Luc qui, lui, par le biais du basket, construit les terrains et structure les gens pour pouvoir former les jeunes.
Donc c'est un biais pour évoluer tout ça. Sauf que pour un mec bien formé et intelligent, tu vas avoir l'autre qui est juste là pour prendre du cash et qui est pas compétent pour ça. Exactement. Donc on est dans une impasse Compétent. aujourd'hui où c'est très compliqué de former des jeunes Bien sûr. qui vont devenir des adultes et des adultes responsables surtout. Et, tu vois. et leur expliquer qu'est-ce que c'est l'Europe. Je te parlais Ah des académiciens du Ça. Paris FC, Jean-Marc Guillou, pour pas citer cette académie, donc, qui a une académie en Côte d'Ivoire, qui a sorti énormément de joueurs, qui a permis à énormément de talents africains d'arriver sur le devant de la scène. Il y a forcément entre guillemets, du taux de déchets, malheureusement, parmi ceux qui ne percent pas. L'Académie Guillou, donc il y a une association avec le Paris FC, ils font venir 10 académiciens, ils leur promettent mondes et merveilles, les mecs se retrouvent porte de Montreuil à l'hôtel Ibis, ils vont manger au foyer africain et au kebab, ils touchent 800 balles à leur arrivée, ils vont tout claquer sur les Champs-Élysées, ils se retrouvent sans une thune, sans rien, personne ne les encadre, et bien sur ces 10 là, t'en as un seul qui a percé, c'est Amari Traoré qui joue maintenant au Stade Rennais, les autres ils ont tous arrêté le foot un petit peu à ton image. Moi je pense qu'il y a un décalage dans le psycho des joueurs aussi, entre guillemets africains, qui rêvent de cet Eldorado tel que tu le disais, et qui sont pas assez préparés à qu'est-ce que c'est aujourd'hui le haut niveau, en tout cas en France, et qu'est-ce que c'est la vie aussi en Europe, quelque part. Et à l'inverse, tu peux mettre des académies, tu peux mettre n'importe qui là-bas. Il y aura toujours cette idée d'Eldorado. Et c'est ce qu'ont fait les Qataris en ce moment avec l'académie Aspire, ou Aspire, je ne sais pas comment on va l'appeler ou le prononcer, qui a monté une académie pour naturaliser carrément là, des jeunes Africains, pour les faire jouer avec les équipes de jeunes du Qatar en vue de la Coupe du Monde 2022. Enfin, tu vois, on arrive dans un monde qui est complètement dérégulé. Trop dérégulé. Moulay, un petit mot de la fin pour ce débat, là, pour donner de l'espoir ou par rapport à ce que tu fais, si tu as quelque chose pour résumer la situation et que tu as envie de dire. Par rapport à ce que je fais, j'ai une école de football au Sénégal à Grand Yoff et je vais en avoir un deuxième dans ma ville natale. Ça veut dire à Mbacké. D'accord. Et donc, moi, ce que je veux, c'est que je cherche aussi des partenaires pour les sponsors et tout. S'il y a des gens qui sont d'accord avec moi sur ce que je parle pour défendre les jeunes joueurs africains qui se font avoir ou qui viennent ici, qui sont jetés clandestinement et qu'on prenne de l'argent à leurs parents. S'ils ont du mal, s'ils ont un mal de voir des pauvres parents, on leur prend toutes leurs économies et qui viennent avec moi et que je puisse faire quelque chose au Sénégal. Bon, voilà, quelqu'un qui veut agir. C'est super parfois on cherche les bonnes âmes, les bonnes personnes. Moulay Thiam est là pour ça et même si sa carrière qui était dorée n'a pas eu lieu, aujourd'hui il œuvre pour les autres et c'est tant mieux. Merci pour ce débat passionnant les amis. On poursuit tout de suite par le zapping de Oh My Goal comme chaque semaine. I've never seen anything like it. I've never seen anything like it. I've never seen anything like it in my life. Look, I mean, I know the game. I've seen them all. I can tell you stories that would quite enthrall you. I know me job, pleasing the mob. I give them what they want for just 2 bob. I've never seen it. Si hace una calor que no vea. Si hace una calor que no vea. Enquanto pego o telefone e bloqueio a tela, vai no seu contato e See you guys, and I love this game. Oh, no, I can.
can even fit it. Nah, I don't like your present, man. It's not a good present. Hola Marquito, dile hola, tira un besito. Hola. Un besito y adiós. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. I love this game. Merci Patrice, un message pour Erwan à votre aide. Tout de suite, la chronique que le monde entier nous envie. Manu, tu descends. Un thème, 3 minutes pour en parler. Manu, aujourd'hui, nous récite une fable sur la Coupe de France. Eh oui, cette semaine, les amis, je me suis régalé avec mon mini-moi. On s'est posé devant l'écran, tout simplement, et on s'est au moins autant régalé que notre ami Polo Harer, notre Polo Harer national, devant les Jeux de Pyongyang dans les heures à venir. C'est vous dire. Après les débats nauséabonds de ces dernières semaines et la fixette autour du personnage de Neymar, les historiques Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Auxerre, Lens et Metz, et en oubliant d'autres, ont croisé les petits poussets pour des matchs de coupe au couteau, dans des conditions parfois dantesques, de quoi se réconcilier avec le football qu'on aime, celui aussi fait de matchs à élimination directe. Je pensais sodomiser des mouches en disant cela, mais j'ai aussi entendu dire qu'il n'y avait plus de petites équipes, que les joueurs de Chambly, des Herbiers ou de Granville étaient presque des professionnels qui s'entraînent tous les jours, qui gagnent leur vie grâce au foot et qui peuvent s'y consacrer pleinement. Bref, que la Coupe de France aurait perdu de sa magie. Il est vrai que les équipes composées de bouchers, charcutiers dans les vraies vies, de garagistes, de postiers, comme ce fut le cas il y a quelques années, sont de plus en plus rares. On préférera d'ailleurs parler de football semi-professionnel que de football amateur directement. Et Dieu sait que le foot français a besoin de 3e et 4e division forte. Donc on est plutôt content en tout cas que ce football semi-professionnel se structure davantage. Ces remarques mises de côté, il existera toujours un gouffre entre le Grenoble de National et le Strasbourg qui était il n'y a encore pas si longtemps. Et puisque nous sommes français, avouez qu'on a tendance à se gargariser de ces chocs entre David et Goliath. Et puisse David vaincre, au-delà du mythe de l'exploit et de ses lendemains, car aucun joueur de l'époque Calais ou encore Quevilly n'a percé après au haut niveau. La grande légende de la Coupe de France s'écrit à travers des hommes, des histoires de revanchards. Prenez par exemple le malheureux socialien Florian Martin, qui aura dans le même match égalisé contre le PSG, puis subi une rupture des ligaments croisé du genou. Qui aurait pu croire lorsqu'il a rejoint Carquefou à l'époque en 2011 et que son club formateur Lorient ne voulait absolument plus de lui, qu'il allait sortir du plus grand anonymat de la CFA grâce à sa patte gauche et qu'elle l'emmènerait jusqu'à réaliser son plus grand rêve, marquer contre le club qu'il déteste le plus au monde. Un autre exemple, Chambly, tombeur de Granville, un club créé par deux frères avec l'aide de leur papa, Fulvio, l'ancien journaliste et président à droite, Bruno, l'actuel entraîneur actuel. Il crée le club en 1989. À l'époque, pas d'argent. Fulvio, qui est plutôt passionné par l'Inter, impose son idée donc du logo de Chambly. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup. Et puis en 2001, Bruno, le fou de la Juve, reprend l'équipe en 3e niveau de la Ligue de Picardie et impose aux joueurs de saluer la main courante après chaque match. Ils sont passés quand même de ce niveau de 3e niveau de la Ligue Picardie à presque une montée en Ligue 2 l'an dernier. Ça s'est joué quasiment à un but. Comment ne pas évoquer aussi bien sûr les Herbiers, son projet de jeu complètement tonitruant, son coach Frédéric Roculot au style spectaculaire, souvent appelé sans ironie aucune là cette fois-ci le Pep Guardiola du national, qui a été limogé il y a quelques semaines. Et pourtant c'est grâce à cet amour du beau jeu, à cet état d'esprit, à cette prise de risque maximale que justement les Herbiers a réussi à nous donner du plaisir et à éliminer un club d'Auxerre bien moribond.
au sein de cet effectif, le gardien Mathieu Pichot n'a jamais vraiment eu sa chance en pro. Pourtant cité parmi les meilleurs à son poste de national chaque année, Auxerre était d'ailleurs sa bête noire, l'avait privé d'une épopée avec le CA Bastia, mais également avec le Port-et-Surville. La troisième est la bonne, il arrête le pénalty du 2-0, un tournant du match. Parce que le foot sera toujours plus que des numéros, des statistiques, des records, des chiffres, des sommes, parce que la doyenne, c'est l'émotion et aussi une part de notre rêve le plus profond, parce que la Coupe de France, pourvu qu'il y ait l'ivresse, qu'importe le flacon. Voilà. C'était long, mais c'était bon. Ouais, c'était Merci très beau. Manu. C'était long. Ça fait plaisir, tout ce récit d'un passionné qui connaît la Coupe de France et ses personnalités et cette qualification. Retour avec la Coupe de France la semaine du 26 février. Tout de suite, c'est l'heure de se faire des pépettes avec le PMU. Il y a des bons coups à faire. 25e journée de Ligue 1 ce week-end. Il y a des bons coups à faire avec vous, avec nous. On vous propose 5 pronostics pour une belle cote. Comme d'habitude, regardez ça. Forcément, c'est pour toi, Max. On pronostique ce Nantes-Lille. Ouais, après un beau match face au PSG, je pense que le LOSC va réagir. Ça fait 14 ans que Lille n'a pas perdu face au FC Nantes. Une série qui dure et qui va encore durer ce week-end. Par contre, Nantes à domicile, c'est solide. Donc un match nul avec une cote à 3,20, on prend. Angers, Monaco, avec le match à l'extérieur pour les Monégasques qui veulent coller au basque de l'Olympique de Marseille. C'est pour toi, Manu. Ouais, victoire de Monaco. La cote à 2,30 est plutôt très intéressante. Et puis, je pense que Monaco a vraiment lancé sa fin de saison. Alors, en termes statistiques, c'est plutôt positif sur le début d'année 2018 pour les Monégasques. Mais je pense qu'il y a vraiment eu un choc déclencheur, en tout cas, avec ce match face à l'Olympique lyonnais. Je ne vois pas Monaco perdre à Angers, en tout cas. La méthode Gustavo Poyet porte-t-elle ses fruits, Tom ? Visiblement, oui. Et nous, on parie pour. Après, c'est contre Amiens, donc c'est pas le pari le plus difficile. Mais à domicile, ouais, Bordeaux, avec un but de Malcolm qui arrête de faire la gueule. Très bien. Et une belle cote, 1,42. Ouais, 42. Metz-Montpellier, très compliqué. Montpellier va plutôt bien dans le championnat de France, mais Metz remonte en flèche à l'arrivée. Un match nul, une grosse cote, 3,05 pour ce match nul entre Metz et Montpellier. Et enfin, le grand match du dimanche soir, ce sera Lyon-Rennes. Lyon-Rennes, Manu, qu'est-ce que tu vois ? Lyon forcément. Lyon forcément, parce que là, Lyon a perdu trop de points, contre Bordeaux, contre également Monaco la semaine dernière. Et là, il faut absolument se reprendre de plus à domicile pour être toujours dans les clous. 10 €, gain potentiel 510 €. Vous nous remercierez comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, où vous voulez. La First Team est présente et la First Team vous dit qu'il est l'heure de l'interrogation surprise. Comme d'habitude, on démarre l'interrogation surprise avec un qui est-ce, des photos floutées. Vous devez trouver qui est qui et vous marquez des points. Pas encore de l'argent, mais bientôt on fera gagner de l'argent. Ou pas. En tout cas, regardez cette première photo. Qu'est-ce que c'est que ça en fait ? C'est quoi ça ? C'est tout simplement notre invité que vous voyez à côté d'un gardien de but à la coupe de cheveux qui fait les envieux. C'est Tony Vérel, non ? Alors, lui, il a la réponse forcément, mais là, c'était juste pour vous chauffer. Quel est son coéquipier en dessous de lui Habib Bamogo. Habib Bamogo, exactement. Bah oui, voilà, Habib Habib Bamogo. Bamogo qui a joué. C'était il y a 20 ans, ça ? 25 ans ? T'avais quel âge là ? T'avais 10 ans ? 8 ans ? Longtemps. C'était l'époque Châtenay-Malabry, ça ? Ouais, 8 ans. C'était les poussins, ça. C'était les poussins. Voilà, ouais. alors là... Quand on voit le gardien, on aurait pu penser au Racing Club de Lens. Mais... Allez, on commence réellement cette interrogation surprise avec un qui est-ce. Ce week-end, il y a Lyon-Rennes. Alors, si je vous propose le Rennes de 2008, à quoi ressemblait-il ? Il y a un défenseur, il y a un milieu de terrain plutôt offensif et un attaquant célèbre. Alors, on écrit ou à la volée ? Allez-y, c'est un match de vitesse. Outaka. C'est un match de vitesse. Je veux entendre des noms Outaka. et on distribue les points. Non. Tomer. L'attaquant d'abord. Allez, on est parti pour l'attaquant. Olivier Tomer. Mais il y a pensé, c'est bien d'avoir pensé. C'est pas Frey du coup ? T'as pas un petit grenier là ? Ah non, n'importe quoi, il a jamais joué en pro avec lui. Boulay, tu as joué avec lui. Oui. Wiltord ? Non. Bonne réponse. Wiltord. Ah oui, Wiltord. Wiltord 2008. Rennes. Il y a qui d'autre là ? Parce que c'est Oumar Ndiaye, non, le milieu, non, rien à voir. Un défenseur qui finit sa carrière un peu tristement dans le sud parce qu'il l'avait fait revenir à l'OM. Et finalement, l'OM le met dans le placard complet. Fanny. Bien joué. Un but partout. Ensuite, 2-0, un milieu de... Non, c'est pas par équipe, c'est individuel cette semaine. Un but partout. Ensuite, c'est un milieu de terrain qui a fait les beaux jours des deux principaux clubs français, tout simplement. Et il a été Jérôme Leroy. Jérôme Leroy, égalisation.
On poursuit Nantes-Lille ce week-end. Alors le Nantes de 1994, il ressemblait à Oh quoi là déjà là. Aïe, aïe, Bah, aïe, aïe, c'était aïe. le grand Casagrande. quand même. Non, c'est pas Casagrande dans les buts, c'est l'autre gardien, le titulaire avant Casagrande. Patrice Loco. Il y a le- Patrice Loco, Ah ouais, un Patrice point, Loco. égalisation. Ouais, il y a Wedek Et regarde aussi. que le Makelele, Il n'y a mon pas gars. Wedek, il n'y a pas Makelele. Bah si, il est là, Makelele, mais mais- je veux dire, il est pas payé. Oui, par non, mais contre. pas Pedros, flouté. non, Pedros, Il y a- on il y a- Gardien. Il y a... Christophe Revaux, pas du c'est- tout. Alors, hormis le gardien, Qui gardien ce sont des internationaux. Vous avez trouvé locaux? Ouais. Heurtebise, le gardien, non. Non, Attends, le je- gardien, je- champion de c'était Rennes, France ça, avec Heurtebise, Nantes. c'est Rennes. Landreau David. Allons. Non, non. pas Landreau. David. Bah non. David qui David Marot. David Marot. Oh là 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 là. Ensuite, On connaît pas ce deux gars-là. milieux de terrain- C'est trop bizarre. deux milieux de terrain défensifs. Et il y en a un ensuite qui a joué latéral défenseur. David Marot. C'est joueur Daroncha de l'équipe de France. Ah. Deschamps Non, pas Non, du tout. Équipe de France. Ah, Carambeu. 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 ouais, Et l'autre, ouais. il a joué à l'Inter, il a joué au Paris Saint-Germain. Djorkaeff Non, milieu relayeur. Dacour. Très bon joueur, relayeur. Benoît Coé. Benoît Coé. Ah. Ah. On est mauvais, hein. Alors, Ouais, ça c'est fait chaud. 2 buts partout. Et David Moulay, Marot. Tom. Ouais. Un but, 2-1. Voilà, pour 2-2-1. faire les 2-2-1. Lazio de Rome 2000, parce que ce week-end, la Lazio a un gros match à jouer en Serie A. Alors, j'ai été vous chercher la Lazio de 2000. Qui est qui? Zamorano. Il y a Véron. Batistuta. Vérone. Batistuta. Bien, Simone Vérone Inzaghi, non. pour Thomas. Simone Inzaghi, pas mal. Pas mal, mais il y a un entraîneur, désormais, un attaquant qui est devenu entraîneur. Beaucoup de clubs. Mancini. Non. Mancini. Ah oui. ouais, bah oui. Et il y a une star du foot mondial, pas italien, qui a joué dans 2 grands clubs principaux en Italie. Il est aujourd'hui directeur sportif. Hernan Crespo. Non. Non, il est tchèque. Ah, Ah. Nedved. Ah oui. Nedved, Ah, bien Et- vu. Ah oui, Il Nedved. revient. Oh, Il Nedved. revient ça 2 coupe. points. Ah, incroyable, les maillots et Qui tout. était Ah, ouais. la star de, qu'on l'on appelait au choix Nintendo ou 7-Up selon les années, Ah, bah, Batistuta. de la Batistuta, Fiorentina. bien sûr. Batistuta, C'est juste un ouais. petit cadeau pour, avant de vous montrer la Fiorentina 99. Il était beau. Fiorentina Ah. 99, à quoi ressemblait-elle? Quel était son gardien, la Fiorentina Frey. 99? Ah, Buffon. Ah. Peruzzi. Toi, Non. t'étais. Un Ah, autre c'est gardien Sébastien international. Toldo. Toldo, Ah, bonne ouais, réponse. bien. Et son numéro 10, qui était-il? Rui Regardez-le. Costa, non. Rui Costa, Ah, bonne bien réponse. Ah, joué. bah oui, Rui Costa. Oh là Excellent là. joueur. Bah Alors- oui, top player. Qu'elle avait de la gueule, cette équipe. Hein, Ouais, quand tu ouais, c'est regardes. clair. Autre, puisqu'on est en Italie, je vous ai retrouvé les panini d'un illustre joueur italien. Qui est-il? Regardez tous les clubs qu'il a Conte. fait. Oh, c'est Maldini, ça. C'est Di Baggio. Ah non, non, attends, oui, à l'Inter. Ah, Baggio, ouais. Roberto Di Baggio, Baggio. n'importe quoi, Ah. Roberto Baggio. J'ai pensé à. Tom s'est fait avoir J'ai par le- pensé à Baggio et Di j'ai Biagio dit et Baggio, n'importe Roberto quoi. Baggio, ce Roberto n'est pas Baggio, bien pareil. sûr. Mais la révélation est arrivée un peu tôt, mais ce n'est pas grave. On avance, on continue Baggio, et on c'est n'accorde quoi pas le point, bien sûr. Ouais, Tom ouais. n'a qu'un but d'avance. Ouais. Arsenal, Arsenal Galas. de 2006, bonne réponse. Galas, égalisation. de- Archavine. Non. Non, il y a. Wilshire. Non, Théo Walcott. il y a un latéral gauche Ashley Cole. Ouais. français. Tichy. Ah, Clichy, Ouais. Tom reprend un but d'avance. Il y a un milieu de terrain et un attaquant. Milieu de terrain qui est resté longtemps. Fabregas. Fabregas. Et Il Reyes. revient à un point. Et un attaquant Van qui a Persie. Van Persie. Ah, Il a son Tom truc là prend de dégueulasse là. l'avance. Regarde, il a ce truc dégueulasse. Ah oui, oui. Son VIX. Et là. enfin, on termine les Kies avec le À la Real Vira. Madrid avant Real PSG. Real Madrid Las. 2012. Las. Schneider. Alors, Ouais. Faubert. Schneider. Non, Real Madrid 2012. Schneider, ça non, à droite. 2 milieux Ah non, offensifs, un 2012. défenseur central. Pep. 2 milieux offensifs, un défenseur central du Real 2012. Qui était-il? Attends, vas-y, on C'est dit pas deux Schneider, milieux le Ils sont défensifs. tous les 3 partis du Real Madrid. 2 milieux défensifs. Offensifs. Ah, pardon, 2 offensifs. milieux offensifs C'est le de numéro 10, là. 3 Ah, Messi. nationalités Oh, je suis différentes. con. Robben, le 10, Non, non. pas Messi. Non, Robben. Robben, il était pas numéro Non. 10 au Barça, au Real. C'est pas. Non, attends, 2012 2012, un ballon d'or. Kaka. Kaka. Michael Owen. C'est Oui, fait. Kaka. Kaka. Ah non, Kaka, un. ouais. Et l'autre Kaka. milieu offensif joue désormais en Angleterre. Il a été champion du monde. Ouf. Il a les yeux globuleux. Mesut Ozil. Ah ouais. Ah, c'est dur, hein, c'est vrai, aujourd'hui. c'est vrai, Qu'est-ce c'est que vrai, c'est dur. c'est vrai, Et c'est donc, vrai. Et un défenseur central qui a Varane. fait, Non. mais les beaux Pépé. jours de les beaux jours de l'AS Monaco, Carvalho. Carvalho. Ah ouais, Ricardo, Ah, bien sûr. c'était Ouais. dur. Putain, mais Mesut Ozil, il avait le numéro 10 au Real, ça c'est Ouais, fou ça. c'est fou. Suite ça. à la Oh là triste là. prestation de mes hommes sur Ah ce ouais, qui ah est oui, cette c'est dur, semaine, là. parce que voilà, on Vous était avez un le peu droit de nous pressé par le temps, insulter. etc. On annule tous les points, on remet à 0 pour les qui suis-je. Allez. J'adore ça. Le hold-up. C'est l'heure du hold-up. Qui suis-je? Alors, j'ai 36 ans, je suis né à Martigues. 3 qui suis-je? 3, ils ont tous un point commun, vous verrez à la fin. Si c'est. J'ai fait pas mal de clubs, pas mal de pays, notamment le Portugal. J'ai joué à Guimarães, vous savez le club là, qui a joué l'OM Ah, en Issoko. novembre dernier. Quand Evra a savaté. Il y a des le problèmes de supporter. stade, ouais. J'ai joué la Ligue des Champions, j'ai fréquenté d'immenses stars du foot. J'étais ce qu'on appelle une future pépite. Moulay, tu me connais.
J'ai joué en Russie, à Chypre, en Inde. Vous l'avez compris, je n'ai pas eu le temps de répondre à tous les espoirs placés en moi. Capot. Ronny et Anelka m'adorent. Luxin. Mais j'ai choisi la Tunisie. Céline Benachour. Bonne réponse. Benachour, bien Benachour. joué. Bien joué. 5 points. Il est à cette, Martinique, Benachour. Ce qui suit, je vais aller 5 points. 5 points d'avance pour Moulay. On est nuls. Bah, bien joué. Je suis né en 1983. Moi aussi, j'étais une pépite, dans un autre style. Je n'étais pas du tout un numéro 10. International espoir, je n'ai pas franchi franchement les paliers, à tel point que je n'ai connu que 3 clubs dans ma carrière. J'ai 34 ans Luxin. désormais Luxin. et je me suis reconverti. Je te le fais. Vaïd m'aimait bien pourtant. J'ai joué la Ligue des Champions. Vaïd Delpierre. Vaïd m'aimait bien. J'ai joué la Ligue des Champions, gagné la Coupe de France, mais pas avec Sedan, qui fait partie de mes 3 clubs. Attends, ça on doit trouver maintenant. Mon les gars. histoire avec le football n'est pas finie. Tu vas me perdre. C'est ce que j'ai dit il n'y a pas si longtemps. Pour autant, désormais, je suis surtout Ah, consultant à la télé. Rocky. C'est pas Rocky. Ah non, non. Je suis pas Mais non, désormais, c'est. je suis désormais Sedan. surtout consultant à la Rocky. télé. J'étais, ça me plaît plutôt bien d'ailleurs. J'étais défenseur central. Malm. J'ai joué la Ligue des Champions, oui. C'est pas possible. Un défenseur central, consultant. Saïd. Chez À Vaïd au l'époque de PSG. Vaïd m'a coaché au Paris Saint-Germain, en effet. Ngoti. Non, Attends, qui est consultant. j'ai un 34 consultant. ans. Ngoti. Comme ça nous. 34 ans, super Le jeune. vestiaire, j'y 34 suis ans. souvent. Ah, Ducrot, Pierre Ah, Ducrot. Pierre Ducrot. Non. Défenseur Ça central. joue à Sedan, lui, de toute façon. J'ai 34 ans, Sam j'ai joué à Traoré. Sedan, au Paris FC et au Paris Saint-Germain. C'est pas Traoré. 3 Au clubs Paris seulement. FC. Non, Paris FC aussi. Jusque-là. Paris Un FC. Sedanais. Ah, mais si, Jean-Michel Badiane. Ah, Jean-Mich Jean-Michel Badiane. Si tu nous regardes, Jean-Mich. Hein. Ouais. On croit souvent à la cantine avec Qui lui. est arrivé blessé. au PFC, Égalisation d'Emmanuel Moine. Et la dernière Oh là réponse, là Tom là me là. dit dans Oh, l'oreillette. Jean-Mich Régale, hein. Beau Tom me crâne. dit hein. dans l'oreillette que le dernier qui suit, je vaudra 6 points. Oh là 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 là. Ils peuvent se faire coiffer sur le fil. J'ai 41 ans. J'ai connu 6 clubs. 5 en France, 1 en Belgique pour terminer ma carrière. Tous des clubs de la partie nord de la France. J'ai été espoir 2 fois. Bon, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Joueur de devoir, fiable, efficace. Je cassais le couloir. J'ai fait mes armes à Laval. J'ai joué 2 ans dans un grand, très grand club français. Mais j'étais la doublure d'un TGV. Alors j'ai eu ma chance, mais avec parcimonie. Pichot. Oh, C'est Stéphane Stéphane Pichot. Bien joué, Bernard qui finit à Moucron. Moucron. Ouais, Stéphane Putain, Pichot. J'ai joué bien avec joué. Jean-Michel Oh, Badiane, oh, on a gagné la Coupe de France ensemble, j'ai pris ma retraite à 37 ans, finaliste de l'Intertoto 2002 avec Lille, Stéphane Pichot, Emmanuel Moine remporte l'Europa League Bravo, cette semaine, bravo. bravo à toi. Et Steph Pichot, tu savais que Steph Pichot, à chaque fois que je pense à un mec, tu sais, le gars qui a pas de talent mais qui a percé, je pense toujours à Steph Pichot. pareil. Et je me dis toujours, Quelle belle quand carrière. il était jeune, ça devait être le meilleur de son équipe. Et imaginez les autres joueurs de l'équipe. Non, mais je te jure, Steph Pichot, mon gars. C'est vrai, Incroyable. En tout cas, on remercie beaucoup Moulay Thiam d'être venu nous voir dans cette classe foot cette semaine. Ça fait plaisir, un témoignage comme ça poignant, plein de belles choses pour ton avenir, on l'espère, et puis pour que tu aides tous ces gens qui traversent la crise dans le football et qui n'ont pas forcément l'avenir qu'on leur promet. Voilà, ça fait plaisir d'avoir des témoignages de gens qui vivent sur le terrain ce qui se passe. Manu, Tom, Max, Merci bravo. Thibaut, merci à tous. À la très semaine bien. prochaine. Merci à la régie, Polo, Tom, Sully comme d'habitude, vous avez été bons. On se retrouve la semaine prochaine avec du basket dès lundi et plein de choses à se raconter encore.